Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy Santé mentale et ludification. Pour cette entrevue d'aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de recevoir comme invité Marc Chacour, qui est un passionné de jeux de combat, mais surtout qui est le fondateur de Écran partagé. Qu'est-ce que c'est Écran partagé? Ben, c'est ça qu'on va découvrir justement aujourd'hui. C'est un site internet, entre autres, sur lequel vous pouvez aller chercher des ressources de jeux pour que vous pouvez utiliser dans des interventions pour jouer avec les enfants, mais également plusieurs informations par rapport à l'utilisation et au jeu. Donc là, je vous le nomme de manière très, très brève. C'est pour faire monter la tension. Justement, Marc est là aujourd'hui pour vous expliquer beaucoup plus en détail qu'est-ce que c'est Écran partagé, d'où ça vient, pourquoi ça a été créé et aussi justement comment est-ce que c'est utilisé par différentes personnes de la communauté de joueurs et au-delà de la communauté de joueurs. Bonjour Marc. Bonjour à tous. Super. Ben merci beaucoup de ta patience en fait, parce qu'il y a eu des petits délais dans l'entrevue et je suis vraiment contente que tu aies accepté de la faire aujourd'hui. Mais également, merci d'avoir accepté de collaborer pour ce petit projet d'entrevue collaborative. Merci à toi. Super. Pour commencer, j'aime bien commencer par une petite présentation. Donc, j'ai déjà dit que tu es un passionné de jeux de combat et j'ai déjà dit que tu es le fondateur de Écran partagé. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de qui tu es? De tout, en commençant de quand est-ce que j'ai commencé les jeux vidéo et tout? Oui, Où est-ce que je surtout, remonte? quel genre de bébé étais-tu? Alors, j'ai... On va rester dans le domaine du jeu. Ouais. Donc, justement, un peu ton profil de jeu. Quand est-ce que tu as découvert les jeux, puis comment tu as évolué dans l'univers des jeux? J'ai eu la Nintendo Entertainment System quand j'étais petit, comme beaucoup d'enfants à l'époque, avec les Tortues Ninja, le premier, l'horrible, le DuckTales, et puis ensuite les Mario Bros 2, 3, les Tiny Toons, c'est tous les jeux à licence qu'il y avait à l'époque. C'est Mhm. forcément ce qui attirait mes parents à les acheter parce que c'était des choses qui étaient connues. Et au bout d'un moment, ça a atterri sur Super Nintendo avec Tintin au Tibet, ce fut la fin. C'est Donc toujours ça. j'ai évolué et puis les consoles ont évolué au fur et à mesure et on a joué avec mon frère pendant des années dans le domicile familial. OK. Donc, c'est bien, tu avais des parents qui ont... parce que souvent, à l'époque, il y avait les parents qui voulaient pas de jeux vidéo, pas de console, et tu avais les autres parents un peu cool qui étaient comme, ah ouais, on va tester ça, on va acheter des jeux, essayer. Ah, Et tu as eu... excuse-moi, mon père était dans la technologie et puis il était tout le temps en train de tout ce qui est technique, tout ce qui est informatique, électronique, tout l'intéressait. Il réparait tout, il voulait tout décomposer, tout comprendre comment ça fonctionnait. Donc j'ai hérité un peu de ça. Ah, génial, génial. Donc, un bel héritage par rapport à l'intérêt et la passion pour le jeu, mais aussi de décortiquer et comprendre les choses. Ouais, c'est ça. OK. Et bon, justement, là, ça explique un peu comment tu en es venu à jouer aux jeux, mais j'en comprends que tu as fait beaucoup plus que juste jouer à des jeux. Ah, j'ai essayé d'orienter ma carrière vers cela. Au début, je voulais faire une faculté de japonais parce que je voulais comprendre les jeux en japonais qui sortaient pas en Europe. Et j'ai pas pu la faire. Les parents m'ont dit que c'était pas une bonne idée. Ils m'ont plutôt orienté vers quelque chose qui paye, quelque chose de bien, donc une école de programmation. Donc j'ai commencé Hmm. à faire cela. J'ai fait ça pendant quelques années en France. Et puis au bout d'un moment, ils avaient un accord avec le Canada et donc avec l'UQAM. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici. J'ai fait la maîtrise en informatique à l'UQAM. Et même dans la maîtrise en informatique, il n'y avait pas grand-chose au niveau du jeu vidéo à l'UQAM. Donc je suis allé un peu voir ailleurs. Puis j'ai été co-supervisé par l'université McGill. Et j'ai travaillé sur la conception et l'implémentation d'un algorithme de recherche de chemin dans un environnement triangularisé. Ce que ça veut dire, c'est que quand vous voyez, je sais pas, un Warcraft ou un jeu où un personnage se déplace d'un point A à un point B automatiquement, ça c'est de l'intelligence artificielle et c'est du pathfinding, c'est de la recherche de chemin. Et ma thèse, c'était donc faire en sorte que le personnage se déplace en évitant les obstacles, juste en lui donnant l'ordre, juste en lui donnant la destination dans le jeu.
et les instructions dans le programme pour que ça se déplace et tout se déroule correctement, comme on s'y attendrait. Génial. Je trouve ça intéressant, c'est autant j'ai essayé la programmation et je suis vraiment pas bonne là-dedans, ce n'est pas mon domaine, mais autant je trouve ça vraiment intéressant de voir, de justement décortiquer un produit final, exemple le jeu vidéo, et de le décortiquer et de voir c'est quoi les différentes composantes à l'intérieur qui fait en sorte que au final, quand on joue, on a du plaisir. Et là, c'est intéressant de voir qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui sont réfléchies, il y a plein de calculs qui ont été faits, il y a plein de programmation qui permet au final de s'amuser quand on joue à un jeu, qu'il n'y ait pas de bug ou qu'il y a une certaine fluidité. Et Mhm. là, je comprends de ton côté, tu es joueur et tu as été aussi dans la conception des mécaniques à l'intérieur des jeux, là. Oui, c'est ça. Et puis dorénavant, les jeux nécessitent énormément d'expertise de plein de domaines différents, les arts, le game design, donc la conception de jeu, les règles du jeu, la programmation, bien sûr, aussi du sound design, du marketing. Il faut de tout pour vendre, alors que avant, à mon époque, quand je vais me sentir vieux en disant ça, les jeux sur la NES, c'était en général quelques programmeurs et deux, trois artistes qui faisaient ça et puis ils te le vendaient. Mm. Et donc là, c'est devenu très complexe et c'est assez passionnant. Et puis j'aime interroger et demander à chacun des professionnels du jeu vidéo comment ils voient et sa partie quelque chose de très créatif. Et pour que cette vision arrive ensemble avec tellement de membres d'équipe, ça demande beaucoup d'efforts et ça demande d'avoir une vision commune. Et c'est aussi beaucoup d'itérations et il y a beaucoup de projets qui n'arrivent malheureusement pas à sortir ou qui sont annulés. Mm. Et c'est ça qui m'a découragé au bout d'un moment. J'ai travaillé dans plusieurs boîtes de jeux vidéo après les études et puis les projets ont été annulés et annulés, donc ça m'a un peu découragé. Ah, j'imagine. Parce que tu mets beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, d'investissement de temps et d'énergie à créer quelque chose. Et là, il y a un peu l'attente de dire, ben, il va y avoir un résultat final à ça. Et là, de voir que les projets sont toujours annulés, à un moment donné, pouf, la motivation, elle descend. C'est ça. Et puis, il y a des projets sur lesquels j'ai travaillé, ils étaient très bien, mais lorsqu'ils ont été soft launchés, c'est-à-dire qu'ils ont été lancés dans quelques pays cibles, ils n'ont pas atteint les chiffres de vente nécessaires sans le marketing, sans tout ce push. Et donc, juste avec ça, ça a été annulé, juste parce que c'est sorti dans deux, trois pays anodins, enfin, Hmm. de tests. Et c'est dommage, ça annule tous les efforts de toute une équipe qu'on a fait pendant deux, trois ans. Hmm. Ah, wow, OK. Donc, tu t'es rendu compte à ce moment-là que ça te convenait moins, disons, ce travail-là dans les entreprises. Oui, c'est ça. Ça m'a un peu OK. découragé. Mais ça m'a pas OK. empêché de faire d'autres choses, toujours liées aux jeux vidéo. J'ai aussi compétitionné sur Street Fighter en France, à Genève en Suisse, ici aussi. J'ai aussi été journaliste pour Multijoueur et pour RDS Jeux vidéo. Hmm. Et puis j'ai aussi donné des cours de programmation puisque c'est ce que je connaissais et pour lequel j'ai été formé et à l'école NAD maintenant. J'ai pas voulu dire centre NAD parce que c'est l'ancien nom. Ah oui, c'est vrai, OK, OK. Donc je suis tout le temps en train de graviter ou de voir d'autres choses et je sais pas, j'aime bien. OK. Ouais. Ben, en fait, j'en comprends que le jeu vidéo est une de tes passions, là, qui est présente depuis très longtemps, mais qui va sûrement rester une de tes passions, Oui, c'est à ça. long terme. Et sur mon hub vers le reste. Oui, c'est ça. OK. Donc, ça explique bien ton cheminement, justement, là. Tu gravité beaucoup dans, le jeu vidéo à travers autant en tant que joueur, en tant que programmeur, en tant que, joueur, mais au niveau compétitif, en tant qu'enseignant, Ouais, heu, journaliste. en tant que journaliste, ben oui, journaliste, RDS, jeux vidéo, c'est quand même, c'est quand même bien dans le CV, comme on dit. Ouais, c'est vrai. Et il y a pas longtemps, tu as créé, justement, Écran partagé. Je l'ai C'est expliqué de ça. manière très, 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 très brève tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous expliquer, plus en détail, qu'est-ce que c'est exactement Écran partagé? Euh,
Donc, écran partagé, c'est un guide pédagogique maintenant bilingue pour les parents et les néophytes. Non, le néophyte, c'est un autre mot pour dire débutant. C'est surtout un moyen d'indiquer aux parents l'information que je trouve qui leur manque lorsqu'ils achètent un jeu. Parce Ouais. qu'ils peuvent aller en magasin et tout ce qu'ils vont voir, ça va être ça, des tranches de jeux. T'as aucune idée lequel acheter, ou alors tu auras tous les jeux comme ça, mais tu ne sais pas ce qui est adapté à ton enfant ou pas. Et, et si tu connais pas le domaine, ou si tu regardes pas l'actualité constamment, c'est très difficile de s'y retrouver. Alors que si on va dans une librairie, dans une bibliothèque, les livres ils sont triés par âge, ils sont triés par genre, et c'est pareil pour les films. Et puis on range pas les livres pour adultes avec les livres pour enfants. On range pas pareil pour les films. Et puis il y a des romans, il y a de l'horreur, il y a de la comédie dans tous ces médias. Mais dans le jeu vidéo, c'est tout à Mm. côté l'un de l'autre. Et puis, en plus de tout ce que j'ai fait dans le jeu vidéo, je vendais et j'achetais pas mal de jeux sur Kijiji. J'avais souvent affaire à des parents et j'avais des questions comme quoi, qu'est-ce que c'est un Joy-Con Grip? Et c'est totalement normal comme question. Et pour un parent, pour quelqu'un qui ne connaît pas le média, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Mm. Oui, il y a encore plein d'autres accessoires obscurs et ça devrait pas être aussi compliqué d'acheter ou de consommer des jeux vidéo. Et Effectivement. donc, je me suis mis à faire un lexique et puis à décrire chacun des termes, à essayer d'expliquer du mieux que je pouvais en vulgarisant le plus possible. Et même dans mes articles, chacun des mots un peu compliqués, genre qui Oh, apparaît, pour nous les joueurs, j'essaye de l'expliquer à tout le monde. oui, c'est ça, exactement. La partie lexique est très importante parce que justement, dans le monde du jeu, du gaming, il y a beaucoup de vocabulaire particulier, très spécifique aux jeux vidéo, qui, en dehors de ça, quand on n'y joue pas, comme tu dis, quand on est un néophyte dans les jeux vidéo ou un parent, ça peut nous, on peut partir très loin dans l'interprétation quand on sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Puis, ce que je trouve très intéressant avec ce que tu as mis en place, déjà, c'est un immense travail de réflexion puis de vulgarisation d'informations. Donc ça, c'est tout thumbs up, bravo. Merci beaucoup. Et par la suite, c'est que dans ma pratique clinique, donc de travail avec des parents en coaching parental ou juste des fois quand je travaille avec des enfants, ben, je me suis rendu compte que oui, il y a une immense demande. Il y a une grande partie des parents et même grands-parents ou etc. de la famille qui savent pas c'est quoi réellement les jeux vidéo. Pas juste, pas juste est-ce que le jeu a de la violence ou du sang, mais aussi est-ce que, tu sais, est-ce que c'est un jeu qui va permettre à l'enfant de comme réfléchir? Est-ce que c'est un jeu qui a beaucoup de looting à l'intérieur? Est-ce que c'est un jeu qui va inciter à la consommation? Est-ce que c'est un jeu qui est fait pour tel groupe d'âge? Il y a tellement de choses maintenant à réfléchir par rapport aux jeux vidéo, bien au-delà de est-ce que ce jeu-là va rendre mon enfant plus violent? Donc Oui, c'est avant, ça. c'était Et beaucoup puis, axé là-dessus. Oui? il y a beaucoup de parents qui pensent que tous les jeux sont violents et beaucoup d'autres qui pensent qu'ils sont tous pour enfants. Et puis, j'ai aussi remarqué que quand on propose à quelqu'un qui connaît pas les jeux vidéo de jouer à un jeu vidéo, ils me disent, oh non, je suis nul aux jeux vidéo. Mais quand on propose un jeu de société, là, ils vont faire l'effort d'apprendre les règles, de comprendre et tout ça. Et beaucoup de personnes pensent aussi que les jeux sont basés sur la performance aussi. C'est tout le temps quelque chose de réflexe, où il faut une exécution impeccable. Mais c'est pas le Mm. cas. Il y a énormément de styles de jeu. C'est un média comme un autre. Il y a beaucoup de messages qui sont passés dans les jeux. Et puis, je sais pas, je trouve ça fascinant et j'essaie d'inciter les gens à rejoindre. Oui, ben exactement, c'est ça. C'est un beau partage de passion aussi. Parce que effectivement, encore une fois, dans ma pratique clinique, parfois il y a des parents qui me disent ben là, mon enfant passe trop de temps sur les jeux vidéo, je veux pas qu'il joue à des jeux, je veux qu'il aille dehors ou qu'il joue à des jeux de société. Euh, c'est bon, les jeux de société et aller dehors, bien sûr. Mais parfois, il y a des jeux vidéo aussi amènent des aspects très positifs pour l'enfant, autant au niveau de l'apprentissage de l'anglais, autant au niveau du développement cognitif, l'élaboration de stratégies, mais aussi au niveau social. Mhm. Je nomme des jeux, mais tu sais, un super bon exemple peut rester exemple Minecraft, qui, à la base, reste quand même un jeu très, très intéressant pour le développement cognitif,
ou dans les jeux Animal Crossing en ce moment qui est super populaire, mais tu sais, l'aspect social est très intéressant. Puis beaucoup de gens, autant enfants qu'adultes, qui jouent à ce jeu, ça a des effets positifs. Tu sais, c'est calme, c'est relaxant, ça permet de socialiser, ça passe du temps dans un monde qui peut être très sain. Donc, il y a ces aspects-là aussi que si on joue pas aux jeux vidéo, ben on peut pas le savoir. Donc, d'avoir accès justement à une ressource interactive en ligne qui permet justement d'aller chercher ces informations-là puis de venir amener cette connaissance-là, c'est nécessaire. Et c'est là que l'écran partagé est vraiment intéressant, là. Oui, et puis je me suis rendu compte de la masse de travail, et puis même moi qui connais les jeux vidéo par cœur, chacune des recherches que je dois faire, la date de sortie, la durée de vie de celui-ci, et tous les détails, même pour trouver les modes de jeu, ou s'il faut un abonnement ou pas un abonnement, c'est très difficile. Oui, Et les jeux que je connais, ok, ça va, mais dès que je sors un peu, hop, oh, c'est encore plein de recherches. Qu'est-ce que c'est que Roblox et pourquoi ça fonctionne oui, pas? oui. Et puis, dans les bienfaits des jeux vidéo, il y avait aussi le fait que ça aide à la concentration, parfois sur certains jeux, où j'avais vu une étude passer également sur des docteurs qui recommandaient de jouer à Tetris pour les personnes qui avaient du mal à focuser sur quelque chose, ou avaient des problèmes d'œil, de vision, c'est mieux. Mhm. Et Oh. puis, oui, c'est ça. Et par contre, il faut Ah. aussi les protéger des dangers, genre les machines à sous, les loot box, euh, Mhm. tout le contenu aléatoire que certains éditeurs mettent en place pour faire payer du contenu. Et on ne sait jamais si on va avoir la récompense ou le contenu que l'on veut. Tout à fait raison, c'est ce qu'on appelle les fameuses récompenses aléatoires. C'est en fait le même concept qu'on retrouve dans les jeux de hasard, les jeux d'argent comme au casino par exemple. Puis ça, c'est exactement le genre de choses qu'on ne veut pas dans un jeu pour enfants parce qu'on veut pas que l'enfant se conditionne à ben, c'est vraiment du conditionnement. Ça veut dire que notre cerveau apprend à peser sur le bouton. Je pèse, jusqu'à temps que j'ai une récompense. Et là, j'ai une récompense, mais vu que c'est aléatoire, ben, je me dis, je vais repaiser parce que peut-être que la prochaine fois, je vais l'avoir aussi, une autre récompense. Et là, bref, ça devient très néfaste. Et ça, tu sais, c'est pas écrit sur la page couverture d'un jeu là, que ça va, que ces éléments-là. Donc, c'est vraiment des gens qui doivent prendre le temps d'y jouer, qui ont ça en tête, cette perspective-là, plus éducative, on va nommer, plus de sensibilisation, puis qui prennent le temps après ça de le vulgariser puis d'informer les parents. Donc, Oui, c'est ça. Et c'est ce puis, que tu... Oui? on retrouve cette mécanique de contenu aléatoire dans des jeux anodins, comme un jeu de football, le FIFA 21. On ne Oui. devrait pas avoir à payer davantage et constamment pour obtenir les meilleurs joueurs et pouvoir gagner dans les parties. Mhm. Exactement. On nomme souvent cet exemple-là. J'ai pas joué à ce jeu-là, mais je vois que c'est peut-être un exemple de jeu à éviter sur cet aspect-là. Malheureusement, mais il n'y a pas trop d'alternatives en matière de jeux de football. Effectivement, effectivement. Et de ton côté, comme tu l'as nommé un peu, comment ça a commencé, Écran partagé? Est-ce que c'était un projet personnel? Est-ce que c'est collaboratif? Est-ce que tu t'es... En fait, pourquoi tu as décidé de créer Écran partagé? Hum, Donc, avant la pandémie, je travaillais pour RDS Jeux vidéo et puis pour l'école NAD, et puis je faisais les contrats, j'étais content, c'était cool. Et puis, coupure de budget, forcément, RDS, moins d'événements sportifs. Et donc, je me suis cherché qu'est-ce que je pouvais faire. Et puis, je me suis dit, je vais parler de ma passion des jeux de combat. Donc, j'ai commencé à apprendre le montage vidéo et à faire des émissions sur YouTube appelées Combactu. Et donc, je parlais de l'actualité. À chaque fois qu'il y avait des nouveaux personnages révélés ou du contenu qui allait sortir, j'en parlais et je donnais un peu mon avis. Et j'ai fait une quinzaine d'émissions comme ça. Et puis, c'est chouette. J'ai vraiment appris beaucoup de choses sur le montage vidéo et comment faire avec l'audio. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai un bon équipement. Mhm. Et ça m'a été très utile pendant la pandémie par la suite. Mais les jeux de combat, c'est malheureusement beaucoup trop de niche et c'est difficile de convaincre les gens de s'y mettre. Et puis je suis entré en discussion et puis avec plein de monde et puis une amie m'a conseillé, hey, tu pourrais être gestionnaire de communauté pour cette librairie, je t'envoie l'annonce. Et puis on m'a envoyé l'annonce et puis j'ai commencé à parler au téléphone avec la personne et elle m'a dit, ah, on cherche des partenaires aussi. Ah, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis Mhm. ça a commencé à germer dans mon esprit que je pouvais peut-être devenir partenaire avec quelqu'un
puis à force de parler à tout le monde et tout, j'ai commencé à façonner le projet dans ma tête. J'ai suivi une formation de lancement d'entreprise au Sage. Ça m'a enseigné beaucoup de choses. Et puis, ça m'a surtout euh, 15 pages à remplir et comment est-ce que je vais définir mon entreprise. Là, dans la formation, il nous guide pas à pas comment faire et comment tout décrypter. Puis, j'étais parti, ça n'a pas marché forcément avec la librairie Mm. parce que j'étais pas suffisamment passionné par les livres. On peut voir mon expertise ou ma passion quand même déborder à Oui. gauche et à droite. Mais j'ai continué à discuter avec les gens. Je me suis dit, il y a peut-être ouvrir une boutique de jeux vidéo, ce serait cool. Ah, mais on est en pandémie, c'est pas une bonne idée. Ah, peut-être ouvrir Mm. une boutique en ligne. Ah, mais il y a Amazon, il y a Archambault, il y a tout le monde qui le fait. Et puis, il y a de plus en plus de gens qui achètent les jeux de manière dématérialisée, donc en téléchargement, en ligne. Et ils achètent juste les licences et puis les cartouches et les disques, on les voit en moins en moins. Et je voulais quelque chose pour me différencier. Puis c'est là que j'ai eu l'idée surtout de classifier, de catégoriser les jeux et donc de pouvoir montrer qu'il y a plein de styles et plein de jeux possibles. Et j'ai commencé à faire ça. Et puis donc forcément avec l'âge, c'est venu au fur et à mesure. Et donc j'ai commencé à changer complètement mon plan d'affaires, le remettre en ordre et puis commencer à itérer sur le site. Donc j'ai commencé vers fin octobre le site et depuis j'itère, je rajoute des fonctions, j'enlève, je change. Puis là j'aime bien ce que c'est pour l'instant. Et surtout je viens de Oui. rajouter actuellement la traduction anglaise. C'est automatique mais je repasse derrière pour vérifier. Et je pense que ça peut être un grand outil. Oui, oui, énormément, parce que ça permet d'aller chercher encore plus de personnes là, quand c'est bilingue ou dans différentes langues. OK. Donc, c'est intéressant. Ça a été vraiment une idée avec la pandémie, bien sûr, qui a amené beaucoup de changements dans le rythme de vie. Et Mhm. là, au début, tu voulais créer quelque chose. Tu étais dans ce côté-là entrepreneur et la suite de choses t'a mené à dire, OK, je pourrais catégoriser les choses et en tenir vraiment à partager cette information-là. Mais c'est Mhm. super. Puis depuis, excuse-moi, la création de écran partagé, est-ce que tu as eu des bons retours par rapport à ça? Est-ce que tu sens que ça peut aider la communauté, justement? J'ai eu de tout forcément. Il y a des gens qui sont devenus mes ambassadeurs sans que je leur demande rien du tout. À chaque fois que Oh. j'interviens dans une discussion, ils disent ah c'est lui, il a fait ça, allez voir son site. Cool, moi j'ai rien fait, c'est bon. Il y a des gens qui m'ont dit oh j'ai déjà tous les renseignements, j'ai pas besoin. Et puis mais je vois quand même qu'il y a de l'intérêt à chaque fois que j'en poste, surtout sur les forums de parents ou sur les choses comme ça. Ils me disent ah Ouais. j'avais besoin de ça, mais je le savais pas. Et puis Oui, oui, oui. c'est difficile de trouver de quoi comparer parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup sur le sujet. Mm. Donc, je sais pas, j'essaye. Forcément, certains me disent que c'est inutile, d'autres que c'est utile, mais pour l'instant, j'ai beaucoup plus de retours positifs. Et Mm. le feedback est bien meilleur que pour mon combat-actu. Mais c'est cool, tu vois, je connaissais Ça pas. me permet d'estimer, justement. Ouais, ouais. Puis pour ceux qui veulent suivre, justement, là, t'as dit c'est Combattu. Con- Combattu sur Ouais, c'est sur YouTube. YouTube. Mais j'ai arrêté un peu de faire les vidéos. Ah, OK, OK. Ça prenait beaucoup de temps, Oui, j'imagine. OK. Puis bon, écran partagé, ben, je vais mettre les liens, bien sûr. ça c'est actuel, c'est mise à jour. Oui, oui, oui. Génial. Fait que, oui, puis je pense que c'est ça, c'est quand tu as publié une fois sur Facebook, un Facebook de justement peut-être de parents-enfants ou que j'avais vu justement écran partagé. Puis moi, j'avais trouvé ça très intéressant dans ma pratique clinique. Puis je suis presque sûre que ça pourrait intéresser aussi beaucoup de professionnels qui interviennent avec des enfants ou qui font du coaching parental, d'avoir au moins cette ressource-là à référer. Comme tu as nommé, il n'y en a pas beaucoup là, des ressources informatives. Là. Moi, j'ai déjà référé à un parent d'aller checker sur je me souviens même plus du nom du site, mais c'était un site dans lequel qui expliquait c'est quoi les symboles utilisés pour la cotation des jeux vidéo, mais c'est tellement très technique que je sais pas si le parent y a été finalement, mais d'avoir vraiment de l'information vulgarisée puis super claire et précise selon le groupe d'âge, ça rend ça tellement simple
On veut pas complexifier la vie des parents, là, on veut leur simplifier la vie. Oui, ils ont tellement de décisions à prendre constamment et très peu Ouais. de temps. À chaque fois, je demandais à mes amis en ligne: «Non, fais ça simple, il faut qu'ils aient l'accès rapidement. Tac, 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 hop». Mhm. Et et puis, ouais, oui, je voulais parler aussi du fait qu'il y a l'ISRB sur les boîtes. Donc c'est le petit, signe qui indique, à quelle tranche d'âge c'est recommandé. Mais je trouve, parfois qu'il n'est pas recommandé. Par exemple, un Animal Crossing, il est recommandé à tous, everyone, mais il faut savoir lire pour pouvoir jouer. Et tous, c'est à partir de 3 ans. Donc entre 3 et 7 ans, j'ai déjà vu des parents qui achetaient Animal Crossing ou Pokémon et leurs enfants ils peuvent pas jouer du tout parce qu'il faut lire, lire, lire. C'est des jeux de rôle avec plein de textes. Mhm. Et il y a plein d'autres critères. Par exemple, si l'enfant ne veut pas avoir de super réflexes à la manette, il faudrait pouvoir l'indiquer. Et donc, c'est juste pour dire que donc l'organisme de classification ISRB n'indique pas tout. C'est juste pour le niveau de la violence. Exactement. C'est ça que je trouve très intéressant. J'en parlais dernièrement aussi avec d'autres joueurs, mais que justement, ces informations-là sont pas mis de l'avant dans les jeux. C'est vraiment encore axé sur est-ce que c'est violent ou pas. Mais un Ouais, jeu est tellement plus que juste ça. Donc, c'est important, tu sais, d'aller lire, en fait. En fait, c'est ça. Avant d'acheter un jeu, de pas juste y aller avec est-ce que c'est un jeu qui est aimé ou pas, est-ce que c'est un jeu populaire ou pas, mais de vraiment les lire, les critiques, les reviews sur les différents jeux, mais aussi d'aller essayer de comprendre c'est quoi ce jeu-là, c'est quoi l'intention aussi derrière le jeu. Et quand c'est des jeux en ligne ou plus interactifs, de bien s'informer sur la communauté de joueurs. ah oui. Parce qu'il y a des jeux qui sont très bons, très positifs, mais que les communautés sont toxiques, là. Et puis, il y a encore une autre information que j'ai trouvé qui manquait, c'est la durée de vie des jeux. T'as des jeux d'arcade qui Mhm. te durent 20 minutes, t'as Persona 5 qui te dure 105 heures. Et il y a une grosse différence, une disparité. T'as pas forcément envie d'acheter un jeu qui te dure 20 minutes. Oh mon Dieu, j'ai payé 80 $ pour ça. Ou alors, il y a d'autres qui voudraient rentabiliser, avoir le plus d'heures possible pour leur jeu, s'ils ont beaucoup de temps et qu'ils peuvent faire et suivre une histoire de 105 heures. Et sur les boîtes de Blu-ray, de films et de DVD, forcément, il y avait toujours indiqué si c'était 2h30, 1h30, 3 heures. Et sur les jeux, c'est pas indiqué. Hmm. C'est intéressant. J'ai jamais. C'est vrai. Ben, j'ai pris le réflexe d'aller voir les critiques de jeux, puis des fois, ils l'indiquent. Tu sais, ils disent, ah, c'est un jeu intéressant, mais il dure juste 10 heures, par exemple. Mais effectivement, tu sais, on garde. Ça doit être quand même difficile comme réflexion à faire, là. Ben, j'en comprends que tu es un joueur expérimenté, mais que quand tu écris les recommandations, il faut comme que tu te mettes dans la tête d'un parent qui n'y connaît rien, là. Ouais. Des fois, il y a des termes qui m'échappent. Oh, il faut que je la corrige, il faut que je les définisse. Il faut que je définisse ça aussi. Ah, mais ça ne finit jamais. Puis justement, disons, ça te prend combien de temps en moyenne de mettre en place une nouvelle catégorie ou un descriptif de jeu? Maintenant, je commence à être rodé, mais il me faut, je sais pas, une petite demi-heure pour faire une fiche de jeu. En fait, j'ai plusieurs niveaux de détail pour les fiches de jeu, et ça dépend le temps aussi que j'ai. J'ai des fiches de jeu qui sont très détaillées, genre Super Smash Bros Ultimate, où j'ai tout détaillé, les modes de jeu, la conclusion, je donne un avis ou pas. Et puis il y en a que comme Final Fantasy VII Remake, même si je l'ai adoré, j'ai pas encore eu le temps de décrypter toutes les modes de jeu, de mettre tout mon avis et de décrypter aussi le contenu téléchargeable, les DLC, les extensions. Mais ce qui est dans toutes les fiches, c'est au moins pour quel type de joueur c'est, si c'est pour de joueurs débutants, confirmés, expérimentés, l'âge, et puis les niveaux de violence, d'exécution, de lecture, les messages positifs Wow. aussi. Ça, faire les fichiers plus détaillés, ça me prend énormément de temps. Et il faut que j'allume le jeu, il faut que j'aille dans tous les modes, parce que même ce renseignement, je le trouve pas dans les autres critiques. Et Mm. par rapport aux autres critiques, je suis allé, par exemple, sur d'autres sites pour comparer, pour voir ce qu'ils avaient. Et je suis allé sur la fiche toujours de FIFA 21 sur jeuxvideo.com. Et moi, qui consomme des jeux vidéo tout le temps, je suis pas arrivé à suivre parce que ça parle constamment de tout l'univers du football et des transferts et de quel joueur est venu entre quelle saison. Et j'ai pas besoin de toute cette information si je veux jouer à un jeu de football.
Et c'est sûrement intéressant pour les passionnés, mais même moi, ça me largue, je suis perdu Hmm. là-dedans. Et donc, c'est très difficile de savoir à qui s'adresser dans les critiques. Donc là, je suis focusé sur un segment, et puis les joueurs passionnés, ils auront toujours leur source d'information, ils n'ont pas de problème, ils savent où trouver les choses. Mais là, je me focus sur les parents, les débutants. Ouais. Je pense que tu le nommes très très bien. Tu sais, des sites de critiques de jeux, il y en a beaucoup là aussi. Là. Si tu veux aller avoir de l'information sur autant les sites informatifs ou de critiques, il y en a beaucoup. Mais des sites plus informatifs, pour les débutants, il y en a très peu. J'en connais pas beaucoup, en fait. Écran partagé et l'un d'eux, justement, parce que c'est très intéressant puis très, très clair. Une belle information précise, en fait. Donc, c'est ça qui est agréable quand on est débutant, c'est qu'on veut pas avoir toute l'information nécessairement, on veut juste l'information qui est très utile, très précise, qui va nous aider à faire un choix puis prendre une décision. Puis on sait que prendre une décision, plus qu'on a d'informations, plus que ça rend la prise de décision difficile. Donc, on Mhm. veut de l'information très précise, directe au but, pour être capable de choisir entre deux jeux, par exemple. En effet, oui. Et puis, j'essaie toujours d'évaluer, est-ce que c'est trop de texte, est-ce que ça va faire éloigner les gens, ou j'ai mis des jauges et des graphismes justement pour schématiser. C'est, c'est un équilibre à trouver. Et puis, il me faut beaucoup plus de retours. J'ai besoin vraiment de savoir ce que les gens pensent. J'ai mis un sondage, mais il me faut toujours davantage. Donc, si les gens veulent participer au sondage et peut-être gagner un des jeux québécois que j'offre, venez sur le site et cliquez, répondez au sondage, s'il vous plaît. Oh wow, c'est génial. Donc, ben, justement, c'est sûr que dans la vidéo, je vais mettre dans le descriptif de la vidéo, je vais mettre toutes les informations pour pouvoir suivre écran partagé, autant la page Facebook que le site Internet. Est-ce que tu es sur d'autres médias sociaux? Je viens d'intégrer LinkedIn, je découvre comment c'est Ah, de faire une page d'accord. business là-dessus. Et Oui, apparemment, c'est ok. aussi un nombre d'abonnés, un nombre de followers, je ne sais pas du tout. On m'a aussi conseillé d'aller sur TikTok, je suis pas sûr, ou Pinterest, ou Instagram. Je dirais là où les parents seront, mais je ne sais pas exactement pour l'instant. Ah, c'est intéressant. Je pense que TikTok, c'est plus les enfants adolescents. Il y en a beaucoup. Instagram, faut prendre des photos si t'aimes la photographie. Mais c'est vraiment, bon, bref, les médias sociaux, c'est vraiment un univers. Hein. On plonge là-dedans puis on apprend constamment. Mais tout ça pour dire, si vous voulez suivre justement Écran partagé, il y a la page Facebook, il y a le LinkedIn qui est en construction. Et bien sûr, il y a le site Internet. L'information va être dans le descriptif de la vidéo. Et je vous invite justement à aller, tu sais, juste aller voir. Puis justement, si vous avez des commentaires constructifs, c'est ça qui est recherché. Donc, de pas hésiter à écrire et à dire, ben, tu sais, moi, je trouve qu'il me manque telle information, ou ah, c'est super bien précis, ou à telle place, il y a une faute, par exemple. Oui, Donc, oui, ça, pas de problème. c'est Allez-y, allez-y. allez-y. Puis, effectivement, tu sais, en tant que créatrice de contenu, c'est super apprécié quand les gens qui viennent consulter les choses nous donnent de la rétroaction. Ben, ça nous permet de nous améliorer. Et c'est ça Mhm. l'objectif. OK. Et de ton côté, c'est quoi un peu tes projets futurs avec écran partagé? Est-ce que tu as d'autres projets en tête? Est-ce que tu as des jeux prochainement que tu veux décortiquer justement et présenter? Euh, Avec écran partagé, donc pour l'instant j'essaie de grandir, il me faut des rédacteurs avec qui ça fit, il me faut des graphistes, il faut aussi que je vois où est-ce que je peux emmener le projet et qui peut intéresser, et puis voir un peu toutes les pistes, parce qu'il y a encore, c'est pas encore assez connu, et puis j'ai vu que d'autres sites consacrés à l'enfance sont par exemple parrainés par le gouvernement français, peut-être que ça pourrait intéresser, parce que c'est une cause sociale et pédagogique, je sais pas, ici. Il faut que je contacte tout le monde, et c'est difficile. Surtout en pandémie, j'envoie plein de courriels, et puis, bon, ok, ça répond, ça va. Ah oui, c'est ça. Là, j'essaie de faire des articles un peu plus détaillés qui seront accessibles derrière un abonnement. Et ouais, c'est ça. Et puis, sinon, j'ai encore plein de jeux que je dois lister. Puis, j'essaie aussi de lister les nouveaux jeux qui sont dans l'actualité. Comme ça, quand les gens le recherchent, ils peuvent savoir ce que c'est.
Mais c'est très difficile à suivre. Il y a 5 sorties tous les vendredis ou des choses comme ça. Oui. Des fois, je suis même pas au courant de la date de sortie. Quoi, Resident Evil est déjà sorti? Ouah, bon, faut que je fasse une fiche. Oui, c'est ça. C'est très difficile dans le domaine des jeux vidéo de garder le rythme. Parce qu'exemple, il y en a 5 qui sortent tous les vendredis, il faut que tu prennes le temps d'y jouer. Ouais. Puis là, pas juste d'y jouer en faisant autre chose. Il faut prendre le temps d'analyser, de bien prendre le temps de comprendre. Donc, la partie processus d'analyse et de concrétiser l'information peut être très, très longue. Donc, mon Dieu, j'ai une grande main d'applaudissements pour ce que tu fais. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il me faut toutes les consoles, tous les abonnements aux jeux en C'est ligne. ça! Ah, c'est fou! Autant Mon d'accessoires, Dieu! c'est beaucoup de choses. Et des fois, les modes du multijoueur ne sont pas accessibles sans plusieurs manettes, alors tu connectes toutes les manettes que tu peux. Wow! Ça, c'est des trucs que tu as appris avec le temps, Oui, c'est j'imagine. ça. Alors, comment je m'en renseigne? Je peux pas accéder. Veuillez connecter les manettes 2. J'en ai pas. Oh, wow, wow! Ah, ben, c'est intéressant, mais c'est là qu'on voit vraiment que tu es un passionné de jeu. Mais super, donc très intéressant. Puis au niveau personnel, est-ce que tu as des projets justement qui s'en viennent de soit, encore une fois, jouer un jeu vidéo pour le plaisir ou tu nommais être un peu dans l'écriture, l'enseignement aussi? Il y a 3 sorties que j'attends et qui arrivent tout en juin. Donc ça va être fichu, j'arrêterai tout. Mais non, je rigole, je continuerai le site. Mais donc en juin, il y a Guilty Gear Strive, le nouveau jeu de combat de la célèbre série. Final Fantasy VII Remake Intergrade, donc la version PS5 avec un nouvel épisode. Et puis Fantasy Star Online 2 New Genesis. Donc ils ont repensé Fantasy Star Online 2 qui était complètement vieillot, qui a beaucoup trop de menus, beaucoup trop d'objets, et puis ils essaient de le mettre au bout du jour et de garder le bassin d'utilisateurs, ce qui est un énorme tour de force. On va voir si ça fonctionne. Mais ça fait beaucoup de choses à tester pour moi, en tout cas personnellement. Et c'est ça, et puis peut-être si écran partagé fonctionne et qu'il roule pendant plusieurs mois, plusieurs années correctement, un jour j'aimerais aussi peut-être démarrer un projet de musée, enfin faire comme l'association MO5 qui conserve le patrimoine vidéoludique en France et qui stocke et qui fait en sorte que les machines fonctionnent et qui fonctionnent sur les dons. Et puis des fois, ils ont des expositions. Peut-être faire ça. Ou alors réduire un peu le scope et faire une salle d'arcade supplémentaire, mais dédiée aux jeux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc c'est surtout les jeux de combat forcément, mais aussi les jeux de danse, les choses un peu plus compétitives pour les communautés qui est à Montréal. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça, mais il y a pas ça pour l'instant comme offre. OK. Ah ouais, non, c'est très intéressant, C'est des effectivement. rêves, c'est tous mes rêves d'enfant que j'essaie de concrétiser. Oh oui! Mais qui sait, en fait, tu sais, c'est ça, c'est... Bon, pour atteindre ses rêves, le premier pas, c'est d'entreprendre, tu sais, de Je crois que t'allais foncer. dire de faire un plan d'affaires. Ah, c'est trop sérieux, là. Mais oui, bref, on peut faire un plan d'affaires, puis tout structurer. Mais quand même, la première étape, ben, c'est d'y croire, mais d'essayer, tu sais. D'essayer, en fait. C'est un peu ça. Tu sais, tout projet lancé, surtout avec Internet, les médias sociaux, c'est d'essayer. Puis, tu sais, dépendamment de ce qu'on veut atteindre, ça fonctionne généralement. On va aller chercher l'intérêt des gens. Tu sais, tu nommais les jeux de danse, les jeux de combat. Peut-être que la population est plus restreinte. Tu sais, il y a moins de gens, disons, que les jeux vidéo en général. Mais ça reste que c'est des communautés qui sont très soudées, très, très fortes aussi. Donc, d'être capable d'aller chercher ces gens-là, ben des fois, c'est ça le plus important là, pour concrétiser les rêves. Oui, il faut savoir s'ils sont suffisamment nombreux, parce que j'ai déjà vu dans les jeux de combat certains tournois qui ont été organisés à Montréal, mais il n'y a pas eu de suite parce qu'il n'y a pas eu assez de monde et de participants. Et puis, oui, c'est toujours difficile de savoir et d'estimer. Et puis, une fois imaginons j'ai ma salle d'arcade, il faut savoir si la localisation sera suffisante, si le prix leur conviendra, si la sélection de jeux leur conviendra, plein de paramètres. Ou alors c'est juste une excuse pour que j'achète plein de bornes et que je les stocke chez moi. Que ta maison, ton chez-toi va se transformer en arcade. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est... Fait tout ça. Non, mais c'est vrai, il y a des gens que leur maison se transforme en musée ou en salle d'arcade. Ouais, je regarde beaucoup trop de vidéos YouTube à ce sujet.
Ah, mais c'est super intéressant. C'est vraiment intéressant de voir cette passion-là qui nous guide dans la vie puis qui nous amène autant au niveau professionnel que personnel parce que c'est des projets. Tu sais, des projets, ça part de soi, souvent. Puis après ça, ben oui, on va chercher des gens, on crée des communautés, ça nous aide à persévérer, même si on passe des heures à analyser des jeux, même si on est enfermé chez soi pendant qu'il fait beau dehors. L'important après ça, c'est ce qu'on amène à la communauté puis cette relation-là, très interactive qui est agréable. Mais dans tous les cas, c'est vraiment intéressant de ton côté, qu'est-ce que tu as créé avec écran partagé. Et là, Merci. tu le dis, ça commence, ça se fait connaître, les gens réagissent par rapport à ça, tu as des commentaires, il en faut plus, il en faut encore plus, toujours plus, surtout quand un projet commence, on veut le plus possible de motivation, d'énergie pour se motiver à continuer. Comme on le mentionnait, ben, ça prend justement la communauté des gens qui nous soutiennent pour nous aider à progresser dans nos projets. C'est pour ça que je vous invite justement à suivre Marc Chacour et Écran partagé justement sur ces différents médias. Donc, je pense qu'on va terminer l'entrevue là-dessus. C'était vraiment intéressant de discuter avec toi, de voir à quel point tu es passionné, tu as beaucoup d'énergie. Tu t'investis beaucoup dans justement les jeux vidéo, mais de plein de manières. C'est ça que je trouve très intéressant. Et bien sûr, ben ça, c'est mon petit côté intervenante, mais aussi parce que j'aime beaucoup apprendre. Ben, je trouve ça très intéressant, écran partagé, parce que ça permet vraiment d'apprendre des jeux autant, tu sais, que ce soit un jeu 3 ans et plus ou un jeu pour adultes, par exemple. Qu'est-ce qui est important, c'est de quand même comprendre ce jeu-là, qu'est-ce qu'il apporte, comment il est construit, puis aussi de voir le potentiel du jeu. C'est très intéressant avec écran partagé de pouvoir voir ça et après ça, ben, de mettre en place ces connaissances-là dans notre relation avec nos enfants ou avec les enfants avec qui on travaille. Donc, un gros merci encore une fois d'avoir mis en place ça puis de continuer à passer du temps, de l'énergie à t'investir dans l'écran partagé. Merci beaucoup, j'essaye. Oui, oui. Ça demande beaucoup plus de travail que j'imaginais. Je comprends là-dessus. C'est pour ça que c'est important entre créateurs de se motiver, de s'encourager. Super. Donc, dans les joueurs qui nous écoutent, allez voir, mais aussi, si jamais, j'en ai compris, tu recherchais peut-être d'autres blogueurs ou des écrivains qui seraient intéressés à collaborer. Donc, oui. Si vous connaissez bien les jeux vidéo et que vous êtes capable de vulgariser, venez. Je parle à tout le monde, il n'y a pas de problème. Il est bien sympathique, comme vous voyez. Donc, super. Donc, j'imagine la meilleure manière de te contacter dans ce cas-là, c'est sur Messenger ou est-ce que tu as une adresse sur Messenger? Par Facebook, c'est bien. Super, super. Donc, dans ceux qui nous écoutent, si jamais vous avez la passion du jeu vidéo et que ça vous tente d'aider Marc à faire croître et grandir écran partagé, ben, je vous invite à lui écrire sur Facebook Messenger de écran partagé. Qui sait, peut-être que, tu sais, prochainement, c'est un article de vous qu'on va voir sur Internet et que, justement, qui vont aider les parents et les néophytes à découvrir les jeux vidéo. Donc, oui, merci. Super. Et voilà, on va terminer là-dessus. Merci encore une fois. Merci aussi à tous ceux qui nous écoutent, nous regardent. Merci de prendre ce temps-là de soutenir la chaîne Ludipsy et de soutenir les chaînes et les projets des invités. Donc, je vous invite, si ce n'est pas le cas, à aimer la page Facebook d'Écran partagé, à aller visiter le site, à aimer également la page Facebook de Ludipsy, la chaîne YouTube de Ludipsy, et plein d'autres médias sociaux. Je suis rendue sur Instagram, Twitch, je suis étonné. LinkedIn. Ouais, j'essaie de soutenir tout ça. C'est mes temps libres, je suis sur Internet, sur mon cellulaire. Donc, je vous invite à suivre tous ces liens-là si vous voulez plus d'informations et plus de nouveautés avec Ludipsy. Je vous souhaite de passer une belle journée, bon après-midi, bonne soirée, dépendamment où vous êtes dans le monde. Et à la prochaine. Bye bye. Merci. Au revoir.